le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier numéro de la page internationale pour cette semaine avec vous depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale. Bon début de week-end à tous et à toutes. À Jacques Mel pour le grand journal, Journal François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. La ville de Bakhmout dans le Donbass, c'est le village de Bilokoriva, près de Lenetsk, assiégé par les forces russes. Voici un reportage à signer Euronews. Ces dernières semaines, les forces russes reculent sur une majeure partie du front en Ukraine. Pas à Bakhmout, à l'est, dans le Donbass. Les mercenaires de la société Wagner mènent l'offensive pour conquérir cette cité, dont ils contrôlent aujourd'hui une partie des faubourgs. Selon plusieurs médias ukrainiens, la police locale rapporte que des tirs d'artillerie russes ont fait plusieurs victimes et blessés ce matin. Jusqu'en février dernier, la ville comptait environ 80 000 habitants. Aujourd'hui, seuls 10 000 sont restés sur place et tentent d'y survivre. Nous sommes fatigués, si fatigués. Ça fait 8 mois que nous vivons dans cet enfer. C'est très dur parce que nous ne savons pas d'où viennent les tirs et dans quelle direction ils vont. Nous tentons de survivre en vivant sous les bombes. Bakhmout se trouve toute proche de la ligne qui séparait depuis 2014 les régions contrôlées par les séparatistes pro-russes du reste de l'Ukraine. Avec le village de Bilorivka, à quelques dizaines de kilomètres au nord, elle est aujourd'hui l'épicentre des combats au sol entre forces russes et ukrainiennes. Au Royaume-Uni, suite à la démission de Liz Truss, après 6 semaines passées au Downing Street, le Royaume-Uni est en quête d'un nouveau Premier ministre. Son successeur sera désigné d'ici au 28 octobre. Et Penny Mordaunt, ministre chargé des relations avec le Parlement, a d'ailleurs annoncé sa candidature. D'autres personnalités sont évoquées comme Boris Johnson, Jeremy Hunt ou bien Ben Wallace. Voici un reportage à signer RT. Si la surprise venait de l'ancien Premier ministre Boris Johnson. À peine un mois et demi après avoir quitté la tête du gouvernement, l'ancien locataire de Downing Street fait partie des favoris, lui qui avait permis aux conservateurs d'obtenir une large majorité après son triomphe en 2019. Alors que son pays fait face à une instabilité politique depuis plusieurs semaines, son expérience dans un contexte de crise pourrait faire office de solution. Une hypothèse susceptible toutefois d'être balayée par les nombreux scandales à l'origine de sa démission en juillet dernier. Parmi eux, l'affaire du Partygate durant la pandémie ou encore l'affaire du financement des travaux de son appartement personnel. Un temps candidat préféré des Tories, Rishi Sunak avait échoué à prendre la tête du parti conservateur cet été, battu par la désormais ex-première ministre Liz Truss, l'ancien et richissime banquier fait à nouveau partie des favoris. Son orthodoxie budgétaire et son scepticisme face aux baisses d'impôts non financées l'ont rendu crédible durant la campagne, alors que l'inflation au Royaume-Uni était supérieure à 10% en septembre. Son départ du gouvernement de Boris Johnson cet été a néanmoins été vécu comme une trahison par de nombreux conservateurs. Elle aussi pourrait décrocher le gros lot. Coqueluche des militants conservateurs en début de campagne, Penny Mordaunt a été l'une des figures de la campagne en faveur du Brexit en 2016. Première femme à devenir ministre de la Défense en mai 2019, elle est ensuite devenue secrétaire d'État au commerce extérieur à l'arrivée de Boris Johnson, puis ministre chargé des relations avec le Parlement sous Liz Truss. L'hypothèse d'un ticket avec Rishi Sunak a récemment émergé. En pleine crise politique et économique, le ministre des Finances tenait les rênes du pouvoir. Lundi, il annonçait le spectaculaire revirement en revenant sur la quasi-totalité des mesures fiscales du gouvernement qui ont créé la panique sur les marchés. L'ancien ministre des Affaires étrangères peine cependant à convaincre et a déclaré à la BBC qu'il ne songeait pas à se lancer dans la course au pouvoir. Déjà apparu parmi les candidats potentiels dans la dernière campagne pour la tête du Parti conservateur, l'actuel secrétaire d'État à la Défense avait refusé de participer à la précédente course à la succession de Boris Johnson en juillet dernier. S'il ne s'est toujours pas déclaré candidat, il reste cependant fréquemment cité parmi les successeurs possibles de Liz Truss.
Le virus Ebola refait surface au Ouganda. Le virus Ebola fait de nouvelles victimes dans le district de Mubende. Voici un reportage signé Africa News. Un mois après que l'Ouganda a déclaré l'épidémie d'Ebola, les autorités annoncent la mort de 24 nouvelles personnes dans le district central de Mubende. Plus de 80 personnes ont été placées en quarantaine obligatoire dans différents centres d'isolement. Elles resteront sous surveillance pendant 21 jours, la durée estimée de la période d'incubation. Selon les autorités, aucun cas d'Ebola n'aurait pour l'heure atteint la capitale. Nous avions 3 objectifs. Le premier était de nous assurer qu'aucun cas ne quitte les districts principalement touchés par l'épidémie pour rejoindre d'autres parties du pays. Et je veux croire que jusqu'à présent, vous ne nous avez pas entendu parler de cas provenant de ces zones ayant pu arriver à Kampala ou sa périphérie. Mais cela ne veut pas dire que les cas contacts précédents ne peuvent pas se révéler positifs. Nous les surveillons. L'Ouganda a connu plusieurs épidémies d'Ebola, dont la dernière en 2019. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin contre la souche soudanaise du virus qui sévit en ce moment dans le pays, mais les choses semblent évoluer dans le bon sens. Nous avons 2 vaccins candidats qui sont prêts à être testés. Le vaccin Oxford du Royaume-Uni et le vaccin Sabin des États-Unis. À l'heure actuelle, nos protocoles sont prêts. Ils ont été examinés par le Conseil national des sciences et les équipes qui vont manipuler les vaccins, ce que nous appelons des groupes de recherche, car nous voulons aussi obtenir des informations. Ces équipes sont prêtes, tout comme ce qui est nécessaire en termes de chaîne de froid pour recevoir les vaccins. Le 15 octobre dernier, pour freiner la dissémination du virus, le président ougandais avait ordonné le confinement des districts de Mubende et Kassanda avec interdiction des déplacements, couvre-feu et fermeture des lieux accueillant du public. Voici un dossier spécial sur la guerre en Ukraine avec nos confrères de la 5. L'émission C'est dans l'air. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Le général Sergei Sokorizkin, nouveau commandant de l'opération militaire spéciale russe, a reconnu mardi que ses troupes étaient en difficulté après plusieurs revers, marquant dans l'Est et le Sud. Écoutons le dossier spécial. Ce midi, les sirènes et de fortes explosions ont retenti dans le ciel de Kiev. Les habitants, une fois de plus, se cachent sous terre. Depuis lundi, les attaques mortelles sur la capitale ukrainienne ont repris. Tandis qu'à la télévision, une annonce singulière hier, le nouveau chef des armées russes, tout justement nommé il y a 10 jours par le Kremlin, semble concéder une situation difficile pour ses troupes. La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaquer les positions des troupes russes. Depuis ce matin, dans l'un des territoires occupés par les Russes, à Kherson, de longues files d'attente au bord du fleuve qui traverse la ville. Les habitants ont été sommés d'évacuer par les autorités locales pro-russes. Très bientôt, l'armée ukrainienne pourrait lancer l'offensive sur Kherson. On ne peut exclure des bombardements. Je vous demande de prendre mes propos au sérieux et de les interpréter comme un appel à l'évacuation la plus rapide. Plus de 50 000 personnes sont censées partir d'ici. L'évacuation, ainsi organisée, devrait durer 6 jours et déclenche la colère de la présidence ukrainienne. Les Russes essaient de faire peur aux habitants de Kherson avec de fausses informations sur le bombardement de la ville par notre armée. La propagande ne fonctionnera pas. Et voilà que Vladimir Poutine cet après-midi intervient à la télévision, après un conseil de défense. La loi martiale était en vigueur dans les républiques populaires de Donetsk, de Lugansk, dans les régions de Kherson et de Zaporizhia depuis leur entrée dans le territoire de la Russie. Il est désormais nécessaire d'appliquer cette loi dans le cadre juridique russe. C'est pourquoi j'ai signé un décret sur l'introduction de la loi martiale dans ces 4 régions de la Fédération de Russie. À quoi peuvent donc s'attendre les habitants de ces 4 zones annexées, désormais régies par la loi de l'armée russe? Et sur le terrain, après une large avancée ces dernières semaines des forces de Kiev, l'armée ukrainienne maintient la pression sur les forces russes
sur le front est, à Bakhmout, et dans le sud, autour de Kherson. Mais depuis quelques jours, l'armée russe a une nouvelle cible. Les infrastructures énergétiques de l'Ukraine sont visées, détruites. Hier, à Kharkiv. La Russie n'a aucune chance sur le champ de bataille et elle essaie de dissimuler ses défaites militaires par la terreur. Pourquoi a-t-elle besoin de la terreur? Pour faire pression sur nous, sur l'Europe, sur le monde entier. Les terroristes doivent être neutralisés. Après les frappes russes ces 10 derniers jours, plus de 1100 localités en Ukraine sont toujours sans électricité. À Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, les hôpitaux dépendent désormais de générateurs de secours pour opérer. C'est effrayant, je ne sais pas comment me préparer. Nous n'avons pas de générateur autonome dans le bâtiment. Il semble que nous serons assis sans lumière et dans le froid tout l'hiver. Je pense que ces frappes-là vont nous rajouter beaucoup de problèmes et d'inconfort. Mais ça ne changera pas notre attitude. Peut-être que nous ne ferons que les détester davantage. Je préfère rester assise dans le froid, sans eau ni électricité, plutôt que d'être en Russie. À Dnipro cette semaine, les températures seront proches de zéro. L'hiver n'est pas encore là. Mais déjà, la population ukrainienne fait face à une terreur de plus, l'angoisse énergétique. Zoom sur le monde, que se passe-t-il dans le monde et sur la paix en Ukraine? Écoutons un extrait à l'émission En Air avec Jacques Beau. J'ai appris récemment qu'en mars-avril, les Russes avaient accepté lors de négociations menées en Turquie d'arrêter le conflit. De le geler, de l'arrêter, etc. Et que les Américains avaient intimé l'ordre au président ukrainien de ne pas accepter. D'accord. Donc, il semble que les États-Unis soient résolus à ce que ce conflit dure le plus longtemps possible. Pour des raisons qui m'échappent, mais un homme comme Brzezinski, qui était l'équivalent de Kissinger, mais pour les démocrates, n'avait dans des livres qu'il a écrits, ça devait être... L'échiquier. C'est le grand échiquier, etc., qui était plutôt des années 80, oui, c'est ça, disait que le devoir des États-Unis, c'était de faire que l'Ukraine et la Russie soient séparées, soient en guerre, quoi. Donc c'était une vieille ambition des démocrates. On l'a vu avec le coup d'État qui s'est passé avec à Maïdan, là, où Madame Nuland a dit que l'Europe, elle en avait rien à foutre, que ce qu'elle dépendait, c'est les intérêts des États-Unis. On a la transcript pendant qu'elle faisait son coup d'État. Donc, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis. Poutine vise même l'Occident de manière générale. Pas parce que l'OTAN, on est tous devenus des valets, mais on représente rien. Donc c'est vraiment une guerre, et les États-Unis nous ont embarqués dans une guerre, parce que si vous qui ne nous regardent pas, quel était le danger pour les États-Unis? C'était la politique de Schröder, l'ancien Premier ministre allemand, celui qui avait permis à l'Allemagne de bien gérer quand Madame Merkel est arrivée. C'était dans le fond de faire une alliance entre l'Allemagne et la Russie pour une alliance en quelque sorte du bloc asiatique pour avoir les ressources industrielles de l'Allemagne et de l'autre côté les ressources minières de la Russie. Et c'est la terreur des États-Unis parce qu'il faut pas oublier ce que disaient les généraux américains dans les années 50-55, c'est que le but de la diplomatie américaine, c'était de garder l'Allemagne. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelash depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température pour aujourd'hui, du soleil, Boston, 63 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius, Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end accompagné de la radio. Bonsoir,
la semaine prochaine. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.